durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons la terre, le blé et d'autres céréales, la farine et finalement le pain, bio évidemment. Ou comment revenir à l'essentiel avec une simplicité déconcertante. Nous sommes dans les Vosges, dans le petit village de Taulincourt, avec le couple tout à la fois paysan, meunier et boulanger, fondateur de la ferme des Trois Provinces. Durablement Vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Estelle et Hervé Laurin, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici, chez vous, dans votre maison. Vous êtes à la fois paysan, meunier, boulanger, tout ça à vous deux. Expliquez-nous. Oui, alors c'est un projet de vie qu'on a donc tous les deux depuis 2014. Hein, ça va faire 5 ans. Donc nous avons donc des terrains que nous cultivons avec nos céréales. Nous cultivons donc les céréales en bio et ensuite nous avons donc un moulin, un meule de pierre pour faire la farine et un fournil pour faire le pain. Voilà. Donc c'est vraiment la chaîne complète depuis la production des céréales jusqu'à la fabrication du pain. Alors on va essayer de comprendre tout ça parce que votre ferme, on ne dit pas exploitation, hein, quand on est en bio, on n'aime pas le terme exploitation. On n'aime pas trop, non. Voilà, votre entreprise, ça on a le droit de dire, voilà. s'appelle la ferme des Trois Provinces. On verra pourquoi. Mais j'aimerais quand même qu'on revienne sur d'abord le métier de paysan. Ça veut donc dire, vous le disiez, vous le précisiez, Estelle Laurin, alors j'imagine que c'est votre mari Hervé, qui lui est plutôt le paysan. Effectivement, c'est plutôt lui qui sème, enfin qui laboure avant, qui sème, comme on est en bio, il n'y a pas de traitement, donc du coup, il moissonne directement. Pas de pulvérisateur, pas de traitement tout au long de l'année. Combien d'hectares j'allais encore dire exploiter. Vous disposez de combien d'hectares et surtout quel type de céréales? On va peut-être poser la question au premier intéressé, Hervé Laurin. Donc la ferme en fait est établie sur 35 hectares et sur 35 hectares par rapport à la nature des sols et par rapport à la rotation de culture, on va valoriser 20 à 25 hectares en céréales. Donc au niveau des céréales, on a des blés anciens, du seigle, de l'épeautre, donc grand épeautre, de l'engrain qu'on appelle également petit épeautre. On cultive aussi du sarrasin, c'est pas une céréale, c'est une polygonacée, mais par abus de langage, voilà, on appelle le blé noir, donc du sarrasin. Et aussi une culture de lentilles, de manière à alterner les cultures, ne pas avoir que des céréales à paille. Et comme on est aussi en vente directe, ça nous permet de faire de la farine de lentilles et de vendre aussi les lentilles. Et quand vous dites des céréales anciennes, Hervé Laurin, pour quelles raisons et d'où proviennent-elles ? Alors pour quelles raisons en fait, c'est vraiment c'est par rapport à une rencontre. Quand on était en formation, on y viendra peut-être tout à l'heure, on a eu l'occasion par notre formatrice en fait d'aller à la fête des blés. La fête des blés anciens en Côte d'Or. Et en fait, c'était une porte ouverte sur une ferme céréalière. Et là, on a pu visiter une plateforme de multiplication et d'expérimentation de céréales anciennes. Et là, on a vu en fait une multitude de couleurs, de formes, de choses différentes, d'expressions différentes au niveau des épis et des céréales qu'on a pu voir sur place. Et aussi, on a rencontré un personnage, on pourrait vraiment dire un personnage, donc Bernard Renaud. Bernard Renaud qui est fondateur de l'association Graines de Noé, qui est située à Tarbes-le-Bas, juste à côté de Dijon. Et donc, en fait, c'est vraiment par son contact et par son histoire et tout ce qu'il peut transmettre autour des céréales, c'est ça qui nous a vraiment intéressés. Et puis aussi, on n'aime pas trop faire ce que tout le monde fait en grande quantité. Ou voilà, on est plutôt intéressé par des petites choses un peu particulières qu'on a peut-être tendance à laisser un peu trop de côté. Tout à l'heure, Estelle Laurin disait, évidemment, vous êtes en bio, donc pas de traitement. Est-ce qu'on peut résumer les choses de cette manière-là, Hervé Laurin, en disant que jusqu'à présent, des générations de paysans ont adapté des végétaux à leur environnement,
Aujourd'hui, l'agrochimie fait l'inverse. On adapte l'environnement, on contraint l'environnement à s'adapter aux plantes que les laboratoires vous obligent ou obligent l'agriculteur à planter. C'est ça la différence d'approche? Alors oui, c'est vraiment la grosse différence, parce qu'en fait, l'agrochimie, enfin les industriels, les semenciers, toutes ces personnes-là veulent simplement pouvoir semer ce qui sort de leur laboratoire, quel que soit l'endroit. Donc en fait, la terre ne devient plus qu'un support, mais finalement, on nourrit la plante directement sous perfusion avec ce qu'on veut, et par rapport à ses caractéristiques. Mais oui, ce n'est plus du tout comme avant, où justement on parlait de céréales anciennes, on avait les blés de pays. Pourquoi les blés de pays? Parce qu'en fait, ils étaient adaptés par sélection des paysans directement à la nature du terroir, aux saisons, à l'altitude et tout ça. Oui, c'est vraiment la première, enfin c'est une des différences, mais c'est la plus notoire. Oui. Alors, on parlait de ferme, on est bien sûr à la ferme des Trois Provinces. On va quand même expliquer pourquoi les Trois Provinces. Qui veut expliquer? Estelle Lorrain. Oui, alors les terrains donc sont cultivés donc en bio à Regnével. C'est donc au tout début ou tout à la fin, comme on veut, des Vosges. On est vraiment au sud. Voilà, au sud des Vosges. Voilà, c'est même le sud de la Lorraine. Et donc c'est limitrophe avec la Haute-Saône. Et vraiment pas très loin non plus, on n'est pas très loin de Bourbonne-les-Bains et de la Haute-Marne. Et donc c'est un secteur qui a été appelé les Trois Provinces par une association du secteur qui a voulu dynamiser ce territoire. Oui, voilà. C'est quand même plus sympa que les 3 départements, Voilà. parce que c'est ça l'idée. Voilà, c'est ça. Et c'est 3 anciennes régions en fait, la Franche-Comté, la Lorraine et la Champagne-Ardenne. Mais au fait, il y a une question à laquelle vous n'avez pas répondu, Estelle et Hervé Lorrain, c'est d'où proviennent vos semences précisément? Alors en fait, au départ, c'est des échanges avec des paysans boulangers, donc qui font partie du réseau entre guillemets, avec qui on évolue. Donc en fait, on nous prête des semences, on les sème, on fait notre récolte et on redonne les semences qu'on nous a confiées au départ. Donc il n'y a pas de notion de vente, on n'est pas semencier, mais on va se prêter des semences pour essayer si elles conviennent à notre terroir. Et si c'est le cas, on peut les multiplier et ensuite elles nous appartiennent finalement, parce qu'à la fin, ce qu'on vend, c'est de la farine et du pain et non pas de la semence. Et d'une autre part, ça vient également de l'association Graines de Noé, qui fait de la même manière, qui nous confie au départ vraiment une poignée de semences. On choisit sur la plateforme quelques céréales qui nous intéressent. Et on nous confie une poignée de semences pour essayer sur nos terroirs et puis fonction des saisons, ce qui nous convient. Et là, de même, on redonne ce qu'on nous a confié au départ et ensuite on est autonome. Parce que donc dans paysan, meunier, boulanger, la partie paysan en fait va jusqu'à la préparation des céréales pour la meunerie. Et quand on prépare les céréales, c'est-à-dire quand on les nettoie, quand on les trie, on les stocke, eh ben on les nettoie également et on les trie pour faire de la semence pour la campagne suivante. Ce que faisait mon grand-père aussi, de façon tout à fait naturelle, depuis des générations de paysans finalement. On parlait à l'instant de la manière dont aujourd'hui on oblige les paysans finalement, ou les agriculteurs à semer les plantes de laboratoire. De la même manière, on les rend dépendants des semenciers, ce qui n'est plus du tout votre cas. Oui, on a fait marche arrière au regard de nos paysans voisins, on va dire. Quand on en discute. En fait, ce qui s'est passé, c'est que jusque-là, tout le monde avait son trieur. Maintenant, c'est dans les greniers, dans les brocantes, ou voilà. Nous, justement, on les remet à l'ordre du jour, on va dire. Mais les paysans, par simplification, en fait, et puis pour avoir un meilleur résultat, parce que c'était les arguments à l'époque, eh ben, sont apparus les semenciers. Et donc, tous les ans, on rachète à nouveau les semences. Ça permet également de changer de variété, parce que voilà, il y a des nouvelles variétés, il y a des nouveaux arguments qui vont avec, bien sûr. Mais en tout cas, le paysan n'a plus besoin, entre guillemets, de préparer ses semences. Donc, c'est une chose en moins, c'est un souci en moins, et quelque part, ça le rassure. Et nous, ça nous semble curieux, parce que nous, on pense plutôt l'inverse, que c'est plutôt rassurant de savoir vraiment d'où viennent nos semences, comment on les a préparées. Et que finalement, on a les semences dans son grenier. Hervé Lorrain, évidemment, quand on a des céréales, on a également de la paille. Qu'est-ce que ça devient? Parce que vous êtes paysan boulanger, vous n'avez pas d'animaux. Non,
Alors, c'est vrai que le terme ferme, des fois, surprend parce qu'on dit, mais où sont vos vaches, où sont vos moutons? Non, on n'a pas du tout d'animaux. Par contre, parce que ça serait un métier complémentaire, et puis il faut aussi avoir la fibre avec les animaux. Moi, j'ai plus la fibre avec les végétaux. Voilà, c'est pas le même, c'est pas tout à fait le même monde. Et donc, suite à la moisson, parce que donc on a la moissonneuse, les céréales, on s'en occupe, et la paille, on la confie à 2 autres fermes laitières qui sont également en bio, et donc avec qui on fait un échange. Donc, on échange la paille, on échange également le son qu'on verra tout à l'heure. Pour l'alimentation des animaux, et on échange un du compost qui nous permet de nourrir la terre. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Marcher ployé sous le poids des feuilles, marcher sans fin dans les bois de frêne, marcher pour se perdre enfin, à court d'haleine, marcher à son deuil. Marcher ployé sous le poids des feuilles, marcher sans fin dans les bois de frêne, marcher pour se perdre enfin, à court d'haleine, marcher à son deuil. Suivre son ombre jusqu'au soleil, suivre le ruisseau qui nous tient la main, suivre au pas et à l'œil, suivre la couleur de demain, marcher ployé sous le poids des feuilles, marcher sans fin dans les bois de frêne, marcher pour se perdre enfin, à court d'haleine, marcher à son deuil, marcher ployé sous le poids des feuilles, marcher sans fin dans les bois de frêne, marcher pour se perdre enfin, à court d'haleine, marcher à son deuil. Finir l'arbre par ses racines, finir le chemin par ses cours, finir dans ses pauvres ravines, finir à travers mousse et tours, marcher ployé sous le poids des feuilles, marcher sans fin dans les bois de frêne, marcher pour se perdre enfin, à court d'haleine, marcher à son deuil, marcher ployé sous le poids des feuilles, marcher sans fin dans les bois de frêne, marcher pour se perdre enfin, à court d'haleine, marcher à son deuil. Sortir du lit mon premier, revenir debout dans sa propre glaise, faire la vie dénouée et la parole à l'aise, marcher ployé sous le poids des feuilles, marcher sans fin dans les bois de frêne, marcher pour se perdre enfin, à court d'haleine, marcher à son deuil, marcher ployé sous le poids des feuilles, marcher sans fin dans les bois de frêne, marcher pour se... Les céréales qui viennent de la marche, parce que bon, on n'ira pas à la marche, mais à la marche, on a le trieur, le stockage. Et en fait, moi, je ramène pour l'instant en sac, à l'ancienne, hein, je joue au meunier, je ramène mes sacs de céréales, là c'est du blé par exemple, et on ressort, alors c'est de l'autre côté, on ressort le son. Nous sommes toujours avec Estelle et Hervé Lorrain, paysans meuniers boulangers à Taulincourt, c'est tout au sud des Vosges et donc de la Lorraine. On vient de passer la porte du fournil. Alors ici, le fournil, c'est là où on cuit le pain, Estelle. Oui, c'est ça. Alors, avant de le cuire, il y a déjà beaucoup de préparation. Hein. Donc, puisque c'est un pain au levain, donc on prépare notre levain qu'on garde une fois sur l'autre. On le rafraîchit 2 fois et puis ensuite on pétrit la pâte. Alors, c'est vrai qu'on va un peu vite là, parce que finalement, on est sorti de la maison, on est passé par la grange où on a vu des sacs de blé. J'ai presque envie de dire
comme avant. Alors j'ai un peu de mal à faire référence à dans le temps parce que, eh bien, on est dans une agriculture biologique, c'est une agriculture d'avenir. Il n'y a aucune raison de faire référence au passé. Néanmoins, les sacs de blé que l'on a croisés là, qu'on a vu dans la grange, c'est du blé cultivé par Hervé, tout simplement. Oui, tout à fait. On n'est pas dans du passéisme, hein. On est bien en 2019 et on cultive bien toujours du blé en 2019. On le trie nous-mêmes, hein. On a un trieur. Et puis donc, effectivement, on le stocke et on le passe donc dans le moulin. Alors, le blé que vous avez cultivé, que vous avez semé, sélectionné au départ, on a entendu la manière dont Hervé se procurait les semences. C'est votre blé. Et alors là, maintenant, il faut d'abord, bien sûr, le transformer en farine. C'est le bruit qu'on entend voilà, à donc côté de nous. c'est le bruit qu'on entend, en fait. Donc, c'est un moulin meule de pierre. Donc, un moulin meule de pierre avec une meule dormante et une meule tournante contre lesquelles les grains sont déroulés, en fait. Et puis ensuite, donc, on a une lutherie. Donc, c'est en fait un tamis qui va séparer et la farine et le son. Voilà. Hervé Laurin, quand on voit cette petite machine dans cette petite pièce, ça paraît tout simple. D'où vient ce matériel ? Alors c'est un moulin qu'on appelle type Astrier, donc il est fabriqué par un artisan breton, ils sont que quelques-uns en France. En fait on dit type Astrier, ça vient des frères Astrier qui eux étaient mécaniciens agricoles en fait au départ. Donc maintenant ils ont plus de 90 ans, parce qu'à force de dire 80. Et en fait ils ont fini par transmettre leur savoir à ces différents artisans qui maintenant refont un petit peu des copies de leur moulin. Et eux avaient eu l'idée, pour redonner de l'autonomie aux paysans, de fabriquer des petits moulins pour que les paysans puissent valoriser leurs céréales en farine directement sur leur ferme. Et donc voilà, c'est parce qu'ils étaient du monde de la mécanique qu'ils ont fait cette petite machine qui semble toute petite mais qui est très efficace, très bien élaborée. Et voilà, ça nous permet d'avoir notre farine moulue à façon. Et donc c'est un moulin, oui, électrique, parce qu'on n'a pas assez de vent pour faire un moulin à vent. Mais c'est quand même énergie renouvelable, voilà, pour un petit clin d'œil, un fournisseur d'électricité verte. Voilà. Enercop, on peut les citer, que l'on connaît bien. À propos autonomie, Hervé Laurin, combien de paysans boulangers en Lorraine ? Et peut-être en France, si vous avez le chiffre. En France, je ne saurais pas dire, mais c'est vrai que les projets se multiplient, donc ça va vite. Au départ, quelques initiés, maintenant on est quand même beaucoup plus nombreux. En tout cas, à l'échelle de la Lorraine, on pourrait compter maintenant, avec les derniers de 2018, une petite dizaine de paysans meuniers boulangers. Et également des boulangers bio qui se fournissent directement aux paysans meuniers. Ça commence à bouger, ça reste encore pour l'instant marginal. La farine, on la voit cool, on peut dire ça comme ça, d'une puisse sans fin de la meule. Qu'est-ce que ça devient après ? Alors donc cette farine fraîchement moulue, on l'utilise pour rafraîchir les levains. Donc à chaque céréale correspond un levain en fait, parce qu'on souhaite que la céréale puisse s'exprimer vraiment jusqu'au bout, jusqu'à la cuisson du pain. Donc on a 5 levains parce qu'on a 5 céréales différentes. Donc blé en grains, seigle, épeautre et sarrasin. Alors le levain, j'imagine que c'est ce qu'il y a sous les torchons ici, sous les serviettes dans chacun des bacs sur la table. C'est ça. Donc en fait, le levain, il aime bien être discret, il aime bien qu'on le laisse tranquille, mais surtout, il n'aime pas les courants d'air. Donc on le couvre toujours. Ça ne dérange pas si on parle là. Non. Ça va pas le gêner. Non, là, il reconnaît notre voix. Les voix. Voilà, donc là, ça va, il est bien. Il bulle d'ailleurs, là, il est en bonne santé. Donc en fait, on lui met un petit torchon. C'est quand même sympa de pouvoir travailler en bulant. Exactement. En fait, voilà, le petit torchon évite les courants d'air parce qu'il n'aime pas trop. Donc, on rafraîchit le levain. On va le rafraîchir 2 fois avant de l'utiliser. Le rafraîchir, rafraîchir, ça veut dire continuer à le nourrir. Voilà, on le nourrit. Ça veut dire on lui donne de la farine et de l'eau. Et on le met à une température ambiante qui permet
entre guillemets, de favoriser tout simplement le développement des bactéries qui sont responsables des bulles, justement. C'est elles qui font travailler le levain et ensuite travailler la pâte quand on l'aura mélangé avec la farine, l'eau et un petit peu de sel. Et ça, c'est votre levain que vous allez conserver ensuite, je ne sais pas si on dit réensemencer, en tout cas, en garder une partie, le renouveler? Oui, c'est ça. En fait, on garde toujours le même levain de départ, parce qu'au départ, donc, on les a tous créés, les levains, entre guillemets. Donc, avec notre farine, il faut de l'eau, de la farine, de la chaleur et de la patience. Et puis, petit à petit, une fois que ça commence à prendre vie, et ben, ensuite, on en prend soin, et on l'alimente, on le prélève pour la confection de la pâte à pain, mais on garde toujours le levain d'origine. On garde toujours une partie qui nous sert de levain mère, entre guillemets, comme des fois on appelle. Donc la farine qu'on a là, alors au départ c'était une semence, elle a poussé, ça donnait du blé et d'autres céréales. Après c'est meulé, ça devient de la farine. Vous avez préparé le levain, j'imagine que l'étape après c'est la fabrication du pain tout simplement. Donc voilà, la fabrication de la pâte à pain. Donc on travaille mécaniquement parce que c'est vrai que c'est important aussi de prendre soin de soi si on veut faire cette activité-là jusqu'à un peu plus loin que la retraite, parce que la retraite, c'est pas du tout une finalité. Mais en tout cas, on va mélanger de l'eau et de la farine dans le pétrin. Le pétrin, c'est l'appareil qu'on a juste derrière nous. Voilà, juste derrière nous, donc une grande cuve avec une pale qui reproduit le mouvement des mains quand on mélange. Ça, c'est un appareil, Hervé, par exemple, que l'on trouve dans, n'importe quelle boulangerie. Oui. Pour peu qu'elle travaille sa pâte elle-même. Exactement, dans toutes les boulangeries, le pétrin c'est vraiment le matériel entre guillemets de base pour le boulanger qui reçoit sa farine, voilà, pour mélanger, on mélange dans le pétrin, tout simplement. Combien de pain, je ne sais pas si ça se calcule en livres, en pièces, en kilos, vous fabriquez, on va dire, par semaine? Alors on va dire que comme ça on approche en saison basse, hein, quand on est plutôt en hiver, on n'a pas de marché, de choses comme ça annexes. On va cuire 350 kg de pain par semaine en 2 fournées, une fournée du mercredi matin, une fournée du vendredi matin. Et ensuite quand on part en saison, donc le printemps, l'été, on a des marchés locaux. Et des événements ponctuels comme Relange Bio par exemple ou Nature Image à Tignicourt qui sont des événements sur le secteur. Donc là on va doubler par semaine tout simplement. Derrière nous, alors je ne sais pas si je saute une étape entre le pétrin et le four, j'imagine que oui. Oui, alors l'étape comme pour tout, même dans les champs, c'est le temps. Le temps, en fait, il faut laisser du temps à la pâte pour qu'elle s'exprime, pour que les bactéries puissent travailler, pour que tout ce petit monde puisse faire la pâte à pain, tout simplement. Donc, en fait, on va laisser la pâte fermenter 8 à 12 heures, suivant les farines. Et ensuite, l'étape consiste en fait au divisage. Donc, on divise la pâte manuellement. Et on la façonne. Et ensuite, on laisse reposer les pâtons dans un parisien. Alors, un parisien, il faudrait rechercher l'origine. Ça vient sûrement de la capitale, tout simplement. Oh, il y a des chances, oui. Voilà, c'est une armoire dans laquelle on a des plaques et on a des toiles de lin. Et on dépose les pâtons façonnés sur la toile de lin. Et même chose, on ferme parce qu'on n'aime pas les courants d'air. Et ce petit temps-là, on appelle le temps d'après. Et une fois que l'après est passé, donc ça dépend on va regarder comment réagit la pâte, mais entre 1 heure, 1 heure et demie. Ensuite, donc, on enfourne. Four électrique. Oui, four électrique Enercop, hein. Voilà. Alors, c'est vrai que on est ici chez Estelle et Hervé Lorrain, paysans boulangers bio. On va aller au bout du délire, on peut se dire, mais forcément, c'est du feu de bois. Oui, forcément. En fait, c'était tout le temps la question au départ. Il y a 5 ans, voilà, vous cuisez comment? C'était la préoccupation des gens. Parce que c'est l'image du feu de bois. Parce que voilà, l'énergie renouvelable. Un petit peu l'idée de l'énergie, vraiment de la flamme, de ce que ça peut procurer. Mais en vrai, vraiment un feu de bois, il faudrait que le feu soit fait sur la sole, donc ce qu'on appelle un four romain. Et on enlève les braises, on passe un coup de serpillière et on enfourne. Là, ça apporterait quelque chose. Aussi mon grand-père. Voilà. J'ai connu. Mais quand c'est une cuisson indirecte, une chauffe indirecte, pardon, donc quand on chauffe le four à bois mais que le feu n'est pas sur la sole, nous on a fait des essais entre paysans boulangers, hein, simplement à l'aveugle entre guillemets, parce que chacun a des fours différents, il y a même des fours au gaz, hein, tout simplement. Le goût ne change pas, ça n'apporte rien si le feu n'est pas fait directement sur la sole.
Et il faut savoir qu'un four à bois, ben, c'est un métier de plus. C'est une personne de plus, parce que ça demande beaucoup plus d'attention. C'est vrai qu'un four électrique qui est beaucoup plus pratique. Et en termes de développement durable, entre guillemets, il faut aussi penser à la personne qui fait le pain. Et en fait, quand on développe l'argument-là auprès des consommateurs, eh ben, finalement, ce qui est important, c'est plutôt la manière dont on va travailler et d'où vient la matière première. Et la matière première, ben, on revient aux céréales. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle. Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes. On se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne si vos pas ne résonnent jamais dans ma région. C'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, il y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidri. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette, à en perdre la tête. On veut un dernier chabrol, un petit goût de gnôle, les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, l'odeur de cette terre, vue sur les monétières. C'est pire qu'un testament, au-delà d'une confidence. On est les petits enfants de ce joli coin de France. Enterrez-nous vivants, baillonnez s'il le faut, mais prenez soin avant de remplir notre jabot. La relève est pour toi, notre petit Lucas. On te laisse en héritage la piste, nous on dégage. Le temps nous a gâtés, on en a bien profité. On a des souvenirs en tête, ce soir faisons la fête. Acceptez ma rengaine, elle veut juste dire je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire, on a les yeux qui brillent. Papaya, papaya, papa. 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 acceptez ma rengaine. Elle veut juste dire je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier. On laisse travailler la meule toute seule, voilà. On ferme la porte. On est revenu dans votre maison, Estelle et Hervé Lorrain, ici à Taulincourt, c'est au sud du département des Vosges, où vous êtes paysan, boulanger. Lorsque le pain sort du four, c'est l'étape, j'imagine, du conditionnement et puis ensuite de la vente, de la livraison. Oui, tout à fait. En fait, les différents pains sont préparés par nous pour les différents lieux en fait, de livraison. On a une quinzaine de points de livraison en fait, dans la journée. Donc, on se répartit, Hervé et moi, chacun d'un côté. En fait, on va du côté de la Haute-Marne et du côté Contrexéville et Épinal, jusqu'à Neufchâteau. Ça veut dire quand même, Estelle Lorrain, que vous vendez vos pains assez loin, en faisant des kilomètres. Ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas suffisamment ni de demande locale, ni peut-être de paysans comme vous, paysans boulangers en bio ?
Alors, c'est un ensemble de choses. En fait, effectivement, nous, sur notre secteur qui est hyper rural, on a à peu près 20 habitants au kilomètre carré. Donc, c'est vrai que du coup, la clientèle n'est peut-être pas forcément là. Après, nous, notre choix, c'est de ne pas avoir de magasin type boulangerie, on va dire. Hein. Donc, on travaille essentiellement sur commande. Donc, ça restera un petit peu aussi les possibilités des gens pour avoir nos produits. Après, il y a aussi le fait que il y a beaucoup de magasins spécialisés qui nous ont demandé, et c'est pour cela qu'on va jusqu'à Chaumont ou Épinal. Alors, vous faites des pains au levain naturel bio. On ne va pas tous les citer parce qu'il y a une gamme quand même importante, aussi bien des pains nature, des pains multigraines, aux courges, aux graines de lin, aux pavots, etc. Quand on parle de variétés anciennes, de produits bio en général, on évoque souvent la question du prix. Estelle Laurin, comment vous faites pour être dans une... D'abord, vos pains sont délicieux et excellents. Comment vous faites pour être dans une gamme de prix on va dire raisonnable? Alors nous, déjà, on a fixé les prix en fonction du travail qu'on fournit, en fait, et des matières premières, hein, type le gasoil, les choses comme ça. Et donc, on a fait tout un tableau. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on a fixé nos prix et qui s'en ressentent théoriquement raisonnables, puisque les clients ne nous font pas de remarques sur les tarifs. Donc, on pense qu'on est dans le prix juste et pour nous et pour le client. Une semaine type à la ferme des Trois Provinces, ici à Taulincourt, chez Estelle et Hervé Laurin, paysans boulangers, ça se passe comment? Alors, une semaine type, alors vous allez dire on est un peu feignant parce qu'elle va commencer le mardi. Le lundi est plutôt consacré peut-être au travail administratif, puisque comme dans toute entreprise, il y en a. C'est aussi un travail. Voilà. Donc le mardi matin, on commence à 6h pour rafraîchir le levain, puis on recommence à rafraîchir à 10h. Et l'après-midi, on pétrit à 14h pendant à peu près 2 heures. La pâte donc se repose et Hervé divise, façonne, comme il a dit, sur les coups de minuit le mercredi matin pour partir en livraison vers 6h, 6h30. Donc là, on part tous les deux en livraison et on a fini la journée, on va dire, assez tôt le mercredi sur les coups de 9h30, 10h. Mais voilà, ça recommence le jeudi pour la cuisson du vendredi matin et les livraisons le vendredi matin. Voilà. Et en saison, on fait donc des animations, des marchés ponctuels les week-ends, soit que le samedi, soit que le dimanche, ou comme bientôt le Nature Image à Tignécourt, c'est sur le week-end, et Relanche Bio aussi le 3e week-end d'avril, c'est aussi sur le week-end. Alors, on vous sent quand même très organisés tous les deux, pour autant c'est un vrai métier. Là, vous parlez d'une semaine plutôt de l'aspect boulangerie, de fabrication du pain, mais Hervé a aussi une activité de paysan. Ça vous laisse du temps pour autre chose que votre métier, votre travail? Alors oui, ça nous laisse du temps parce qu'au départ, c'est vraiment un projet de vie. Donc, c'est pas que le côté professionnel, c'est l'inverse. On a choisi une vie et on a mis un petit peu de travail dedans, en fait. Voilà, on a vu plutôt les choses sous cet angle. Les enfants étant en bas âge, on veut leur consacrer beaucoup de temps. Et on a aussi du temps pour l'autoconstruction, parce que c'était mon métier avant, donc on est en train de rénover pour notre nouveau projet, puisque tout va se situer en un seul lieu à La Marche, dans une ancienne brasserie. Et également encore du temps, parce que en plus de tout ça, j'ai la casquette de maire du village. Donc voilà. Oui, tout ça, ça nécessite de l'organisation, mais voilà, on a le temps qu'on veut, comme des fois on entend dire. Mais on est quand même très loin, Hervé et Estelle Laurin, de cette image de l'agriculture dont on sait aujourd'hui que sincèrement et réellement elle est en souffrance. Vous, ça a l'air d'aller plutôt bien. Vous avez l'un et l'autre l'air parfaitement heureux, parfaitement épanoui. Vous faites un métier formidable. Comment est-ce qu'on en vit? Et est-ce que, malheureusement, comme très souvent dans le milieu agricole, vous êtes surendetté?
Alors oui, nous ça va très bien. Là, c'est vrai qu'on termine la 5e année, donc maintenant on peut vraiment dire qu'on a du recul. On a du travail pour 2, on pourrait même presque dire pour 3, mais c'est pas notre souhait. On préfère qu'il y ait d'autres projets qui émergent plutôt que de dire on va salarier quelqu'un ou on va s'associer. Il vaut mieux que les personnes soient indépendantes et fassent des choses à leur image et qui vraiment correspondent à leurs souhaits. Donc il y a de l'activité, ça c'est sûr. Après, au niveau d'une semaine type, vraiment en temps de travail, ça va représenter une semaine de 50 heures, mais à 2. C'est pas 50 heures chacun, c'est 50 heures en tout. Et en face de ça, si on parle de revenus, parce que c'est vrai qu'on est dans un monde économique, eh ben, en termes de revenus, nous, ça va très très bien pour nos projets, faire vivre une famille donc, de 5 personnes. Et on a même le temps pour les loisirs, aussi de l'argent pour les vacances. Enfin, je veux dire, Comment vous expliquez dans ces cas-là, Hervé Lorrain, que pour l'instant, on n'est pas davantage de projets comme les vôtres qui, somme toute, restent un peu marginaux encore. Et puis, comment faites-vous pour vous passer du glyphosate après tout? Parce que quand on entend ce que l'on voit, on se dit, mais voilà, sans ce produit-là, le monde va mourir de faim. Alors, comme pour beaucoup de choses au niveau de la société, je pense que c'est un discours, à force de le dire et de l'entendre, tout le monde finit par y croire. Et puis, une fois que tout est fait en grosse quantité, on croit que tout marche. Et puis finalement, ah non, et au fait, on a oublié de vous dire, il y a 20 ou 30 ans, non, en fait, c'est très mauvais pour l'homme, c'est très mauvais pour la nature. Et maintenant, il faut faire machine arrière. Et en fait, tout le monde est dans l'engrenage. Donc, le paysan, finalement, lui, on dit il est coupable, mais il n'est pas si coupable que ça parce qu'en fait il croit bien faire parce qu'on lui a dit qu'il fallait faire comme ça. Et maintenant à nous à trouver les solutions. Alors à l'inverse, avec l'entrée de l'agriculture biologique, voilà, la règle elle est d'emblée, pas de produits chimiques de synthèse. Donc le glyphosate est bien sûr exclu. Donc à ce moment-là on raisonne autrement et on revient un petit peu, l'image du grand-père. On revient au bon sens et puis peut-être avec des objectifs qui sont moindres que ce que nous impose le modèle économique actuel. Donc il faut être plus indépendant, plus autonome et essayer de garder la valeur ajoutée, pour le côté économique, de garder la valeur ajoutée sur nos fermes. Donc nous, on va jusqu'au bout parce que c'est production, transformation et vente. Mais les paysans pourraient peut-être au moins faire une partie de la transformation. Je pense aux céréaliers. Ils pourraient peut-être trier et stocker et peut-être valoriser une partie directement en meunerie et non pas partir sur le marché tout simplement. Parce que le marché, après qui dit marché mondial, cotation en bourse et tout ce qui s'ensuit. Et c'est là où on est complètement perdu. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire dans ton petit 3,5, ben trop cher, fret en hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lopin de terre. Ton arrière-arrière-grand-mère, elle a eu 14 enfants. Ton arrière-grand-mère en a eu quasiment autant. Et puis ta grand-mère en a eu 3, c'était suffisant. Puis ta mère en voulait pas, toi t'étais un accident. Et puis toi, ma petite fille, tu changes de partenaire tout le temps. Quand tu fais des conneries, tu t'en sauves en avortant. Mais y a des matins, tu te réveilles en pleurant quand tu rêves la nuit d'une grande table entourée d'enfants. Ton arrière-arrière-grand-père a vécu la grosse misère. Ton arrière-grand-père, il ramassait les scènes noires. Et puis ton grand-père, miracle, est devenu millionnaire. Ton père en a hérité, il l'a tout mis dans ses REER. Et puis toi, petite jeunesse, tu dois ton cul au ministère. Pas moyen d'avoir un prêt dans une institution bancaire pour calmer tes envies de hold-up et la caissière. Tu
Estelle et Hervé Laurin, vous n'avez pas toujours été paysans boulangers. Non, bien sûr que non. Enfin, bien sûr, non. Oui, parce qu'après Pour tout, nous, ça c'est- peut être deux familles. Voilà, pour nous, c'est une évidence. Mais effectivement, moi, j'étais opticienne, voilà, à Neufchâteau. Et donc, c'est un projet de vie, en fait, avec Hervé. On voulait travailler à notre compte et puis on voulait se rapprocher de la nature, se rapprocher de... Donc moi, j'ai forcément le côté commerce hein, qui Eh ressort. oui, hein. c'est pas... ça peut servir. Mais voilà, en fait, nos parcours aussi nous amènent à utiliser nos compétences dans notre nouveau projet, enfin dans notre Vous n'êtes pas non plus, Hervé, issu du sérail. Hein. Non, alors en fait, moi c'est plutôt une famille de constructeurs, hein, puisque à mon niveau, enfin c'est mon frère qui a repris l'entreprise familiale, mais c'est plutôt c'est la 4e génération de maçons en fait. Donc vraiment du côté rénovation du bâti ancien. Et alors moi j'ai fait mes études naturellement de ce côté-là, parce que en été, pendant les vacances, on allait donner la main, on allait charger la bétonnière, rouler les brouettes, voilà, comme ça se faisait avant, et puis ça nous a donné le goût de la construction. Donc j'ai travaillé une 12aine d'années dans une entreprise de rénovation sur Nancy en tant que conducteur de travaux. Et donc là-bas, c'était gestion technique, gestion humaine et gestion économique de l'ensemble des projets, du chiffrage jusqu'à la réception, jusqu'à donner les clés du bâtiment en fait fini. Et le parcours a évolué parce que la route, ça fait réfléchir, malheureusement, parce que c'est-à-dire qu'on n'est pas attentif, mais en tout cas, c'est un fait. Et l'arrivée des enfants apporte aussi une réflexion, et c'est de là, on est allé voir des gens, des maraîchers notamment, pour échanger un petit peu sur des idées de ce qu'on pourrait faire. Comment a été accueilli dans votre environnement familial, votre projet d'installation en tant que paysan boulanger, alors que vous étiez tous les deux, on va dire déjà très bien insérés dans la vie conventionnelle? Eh bien, ça a été accueilli avec une grande surprise. Pas forcément positive, mais une très grande surprise parce qu'effectivement, quand tout est bien établi, ça roule, il y a un salaire, il y a des bonnes conditions de travail, en tout cas d'apparence. Parce que finalement, quand on s'y retrouve pas du tout humainement et que c'est très très loin, ça s'est éloigné de nos valeurs, ça correspond plus. Mais ça, c'est très compliqué à échanger, même avec la famille très proche. Donc, dans un premier temps, ça a été un petit peu un point de blocage, vraiment un gros blocage. On vous a traité de fou et de folle, l'un et l'autre? Complètement. Mais je pense qu'il faut y être. Il faut y être, mais en tout cas, voilà, on ne regrette pas le cheminement. Et maintenant, notre famille, nos amis même sont fiers de ce qu'on fait. Et on est cité en référence pour des gens, justement, pour alimenter la réflexion générale, on va dire. Et voilà, pour montrer que ça peut marcher. Et un boulanger qui alimente la réflexion, c'est quand même un très beau compliment. C'est vrai. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Estelle et Hervé Laurin, paysans boulangers à Toulincourt, on est plutôt coup de cœur, plutôt coup de gueule? Qui veut commencer? Estelle, Bah, restons positifs, coup de cœur. on vous écoute. Eh ben moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les rencontres avec les gens, nos clients qui nous encouragent. Ça, c'est vraiment génial. Et ils se forcent pas, c'est l'avantage. Et puis, nos clients, on les a au quotidien quand ils nous commandent, souvent par téléphone. Mais aussi, ce que j'aime bien, c'est sur les marchés, quand je vais faire une animation dans un magasin pour présenter nos produits. Et ça, c'est vraiment que du bonheur, quoi. Et c'est l'échange, parce que les gens aussi nous apportent quelque chose en retour. Hein. Ils nous donnent des pistes, ils nous donnent... voilà, ça, c'est vraiment génial. Est-ce que c'est pas un peu on va dire le point faible du paysan au sens traditionnel, Estelle Laurin, où finalement, jusqu'à présent, l'agriculteur est surtout là pour produire et avait finalement peu de contact avec la clientèle. Vous, dans vos activités, on le voit chez tous les agriculteurs, les paysans aujourd'hui qui font de la transformation, de la vente directe, ont ce contact direct. C'est non seulement enrichissant sur le plan culturel et personnel, c'est aussi intéressant sur le plan économique, bien sûr, puisqu'on évite les intermédiaires. Est-ce que c'est pas un des aspects aujourd'hui qui fait la singularité aussi de votre démarche? Oui, tout à fait, mais je pense que le problème avec le paysan qui n'est pas en vente directe comme nous,
c'est qu'il y a de moins en moins de paysans et que les gens n'ont plus de paysans dans leur famille, ils savent plus ce que c'est, quoi. Alors que moi, j'ai aussi mon grand-père et mon oncle mon grand-père qui était dans l'agriculture, mon oncle, on savait, même si moi, mes parents n'étaient pas agriculteurs, on savait quand même ce que c'était. Aujourd'hui, de moins en moins, et c'est vrai que c'est ce qui manque, et c'est pour ça que les gens, ils sont vraiment, vraiment friands de savoir d'où vient leur produit et comment ça se passe, parce que quand j'entends une anecdote, j'ai du mal de le croire, mais qu'il y a des enfants qui disent comment c'est du poisson pané, enfin, ça vient d'où? Et ça vient du surgélateur, point, ça vient pas de la mer. Enfin, c'est... Voilà, ça c'est plutôt un coup de gueule, mais on fait pour que les choses changent. Pour rester dans le même esprit, Estelle Laurin, lorsque vous avez démarré il y a 5 ans, vous n'avez pas présenté vos pains comme étant bio en tant que tels. Ouais. Puis les choses ont changé. Racontez-nous. Bah, tout à fait, en fait. Donc nous, dans notre secteur, donc, comme je disais, hyper rural, on ne voulait pas qu'il y ait une approche par rapport au prix et à la réticence du bio, c'est plus cher. Et donc, du coup, on voulait déjà que les consommateurs ils goûtent nos produits. Voilà, qui étaient forcément différents, qu'ils soient bio ou non, le pain ou le vin, voilà, c'est pas ce qu'on trouve dans les boulangeries classiques. Et donc, du coup, quand on a démarré en 2014, on a fait beaucoup de marchés, voilà, pour se faire connaître et on communiquait pas beaucoup sur le bio, bien qu'on s'en cache pas, au contraire, mais voilà, c'était pas notre axe de communication. Et 2 ans après, sur le même marché, on va dire, j'ai une dame qui m'a interpellée, puis qui avait vu notre petit logo, notre logo bio sur notre sac de lentilles, puis qui dit « Mais dites donc, j'aurais su que c'était bio, j'aurais pris un peu plus, là. Pourquoi vous l'affichez pas ?» Et là, on a vraiment senti un grand virage au niveau des mentalités. Et là, on avait le droit, entre guillemets, de dire que c'était bio. Et maintenant, les gens, ils viennent et pour nos produits, parce que maintenant, ils nous connaissent, mais aussi parce que c'est bio. Comme quoi, on peut être et l'un et l'autre. Hervé Laurin, et vous, plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Mais c'est un petit peu un mélange des deux. Alors effectivement, c'est aussi par rapport à la société, tous les contacts qu'on a, tous les échanges. J'ai une dimension supplémentaire avec le rôle de maire, en fait, maire du village, et donc déjà au niveau de la gestion. Combien d'habitants à Alors donc Dolincourt? 130. 130 parce qu'on a fusionné avec la petite commune à côté. On était 100 et puis plus 30 à côté. Maintenant, on est la plus petite commune nouvelle de France avec 130 habitants. Merci. Donc en fait, voilà, sur la gestion d'une équipe municipale, gestion aussi du quotidien des administrés. Donc ça fait une petite communauté qui fonctionne quand même plutôt bien. Tout de suite, on a une dimension supplémentaire, c'est la communauté de communes. Et les communautés de communes, il y a eu aussi la fusion des communautés de communes. Donc avant, ça fonctionnait bien parce qu'on était encore à une échelle humaine. Et maintenant, on a groupé 3 Comcom pour arriver péniblement à 12 000 habitants. Et encore, on a une dérogation parce qu'il aurait fallu être 20 000, donc on aurait étendu le territoire. À force, finalement, d'être dans un millefeuille administratif, vous allez finir par être en plus pâtissier. Oui, ça va être une spécialité, effectivement. Mais c'est un millefeuille qui n'a pas un trop bon goût, en fait. Ça me satisfait pas. Parce que le problème, c'est qu'on n'a pas les mêmes approches, on a des difficultés de communication. Et puis après, en termes de budget, ça ne ressemble plus du tout à la réalité du territoire. Et ça m'attriste parce que, avec nos enfants en bas âge, on est impliqué au niveau des écoles. Moi également en tant que maire, parce que c'est un regroupement d'écoles, un regroupement de plusieurs communes. Et quand au niveau des conseils d'école, on entend oui, mais le budget général de la communauté de communes, finalement, parce que tout est en commun, on a un gros déficit, donc vous comprenez, la peinture de la classe qui était prévue pendant les grandes vacances, il faudra peut-être s'en passer parce que ça sera sûrement pas prioritaire. Ça m'attriste. Parce que moi j'ai envie de dire, nous au niveau de notre commune, on va acheter 2 pots de peinture, puis on va venir pendant les vacances, puis on va les faire parce que c'est pour les gamins. Les gamins, c'est tout de suite. Le budget, il faut le gérer autrement, puis il faut peut-être arrêter de faire justement des millefeuilles. Justement, comment vous expliquez, vous qui êtes premier magistrat, Hervé Laurin, comment vous expliquez cette fusionnite depuis quelque temps déjà? En fait, c'est imposé par l'État, tout simplement. C'est l'État dit, maintenant les nouvelles règles, c'est ça, c'est comme pour le découpage des grandes régions. Donc c'est ça, vous vous débrouillez entre vous, et puis s'il sort pas de solution, de toute façon, on va imposer les choses. Donc on fait les choses péniblement sous la contrainte. Et quand c'est fait comme ça ne marche pas. Est-ce qu'il y a un point commun entre le fait de fabriquer du
pain comme vous le faites, Estelle et Hervé Lorrain, et le propos que vous venez de tenir? Et moi, je pense que oui, parce que de toute façon, le propos, il vient de ce qu'on fait, de ce qu'on vit, des échanges. Et en fait, le fait de semer, on revient à la semence de céréales qu'on va enfouir avant l'hiver. Et puis, on va patienter, on va laisser passer l'hiver, elle pointe le bout de son nez. Puis au printemps, là, on est au printemps, ça y est, le soleil revient, il y a à nouveau de l'énergie. Ça va développer la plante, ça va donner un épi. On va encore attendre avant de sortir la moissonneuse. Et puis, au moment de la récolte, ben voilà, là, on a vraiment le fruit de ce qu'on a semé. Mais il s'est passé 9 mois. On a attendu, il y a de la réflexion, il y a de l'attente, de la patience. Et au niveau de la pâte à pain, c'est pareil. Et quand je travaille à la pâte à pain, du mélange du levain jusqu'à la sortie du four, en fait, il y a du temps, il y a beaucoup de temps. Et c'est du temps qui apporte de la réflexion sur des tas de sujets. Estelle et Hervé Lorrain, merci. Merci à vous. Voilà pour ce reportage sur la ferme des Trois Provinces à Taulincourt dans les Vosges avec les paysans meuniers et boulangers Estelle et Hervé Lorrain. Pour en savoir plus, connaître les différents produits, les tarifs et les points de livraison, rendez-vous sur le site lesbioducoin.fr où vous trouverez aussi d'ailleurs d'autres producteurs. Vous avez pu écouter dans l'ordre Faire Terre par le groupe québécois Les Charbonniers de l'Enfer, paru sur l'album Nouvelle Fréquentation, sorti en 2010. À nos souvenirs par le groupe Trois Cafés Gourmands, paru sur l'EP éponyme, sorti en 2017. Et enfin Dégénération par le groupe québécois Mes Aïeux, paru sur l'album En Famille, sorti en 2004. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.